organisation pour leur accueil chaleureux et également les féliciter pour la bonne réussite de ces journées. Cher maître, aimable assistance, permettez-moi de vous présenter le retentissement de l'hypertension artérielle sur l'œil et l'intérêt de faire le fond d'œil. Comme vous le savez tous, la rétine est la seule fenêtre où on peut observer d'une manière non invasive la microcirculation rétinienne. Cette microcirculation qui est dotée d'un système de régulation analogue à la vascularisation cérébrale et coronaire. Ce fond d'œil permet soit de nous renseigner sur le retentissement de l'hypertension artérielle connue, soit sur des signes chroniques irréversibles ou aigus réversibles, ou soit diagnostiquer une hypertension artérielle lors d'une complication ophtalmologique. L'histoire de la rétinopathie hypertensive remonte au XIXe siècle. On voit bien qu'en 1836, Bright rapporte des altérations vasculaires du fond d'œil chez un hypertendu. En 1950, Helmholtz observe des altérations rétiniennes avec corrélation histopathologique. Et en 1930, on commence déjà à parler de la rétinopathie hypertensive. Pour pouvoir parler de la rétinopathie hypertensive, on doit impérativement passer par la physiopathologie. La vascularisation rétinienne est dotée de deux particularités. La première, c'est l'existence de tailles-jonctions étanches entre les cellules endothéliales vasculaires, comme on peut le voir ici. Donc, c'est la barrière hémato-rétinienne. Et un autre système de régulation, donc c'est le système de régulation vasoactive. C'est un système qui est indépendant du système sympathique et parasympathique. Il permet de réguler ou de maintenir un débit rétinien constant. Quand la tension artérielle est élevée, il se produit une vasoconstriction. Quand c'est l'hypotension artérielle, c'est la vasodilatation. Donc, quand ces systèmes sont dépassés, on verra donc les phénomènes de compensation. D'abord, c'est la vasoconstriction des vaisseaux rétiniens, ce qui explique la rigidité artérielle. Et d'une autre part, cette hypertension entraîne une hyperperméabilité de la barrière hématorétinienne. Donc, il se produit des œdèmes, des exsudats et des hémorragies qu'on retrouve à la description du fond d'œil. Pour la rétinopathie hypertensive, elle regroupe les signes vrais liés à l'HTA, donc ce qu'on a déjà décrit, la vasoconstriction, la dilatation qui traduit des hémorragies, des exsudations, et aussi des signes d'artériosclérose. Vous savez tous que l'artériosclérose est un phénomène dont l'hypertension artérielle est le principal facteur de risque. Et le diagnostic est clinique. Il est également posé le diagnostic de l'hypertension lors d'un bilan systémique de l'hypertension artérielle ou lors des complications, que ce soit une occlusion ou l'HTA maligne. Donc on verra la place du fond d'œil dans le bilan de l'hypertension artérielle. D'abord, on doit connaître les différentes méthodes d'examen. Deuxièmement, on doit voir les signes qui sont utiles pour l'étude du risque cardiovasculaire, alors que c'est la chose la plus importante. Donc, dans la description, on doit établir le pronostic. Et quelle classification utiliser aussi. Donc, et on doit connaître les autres complications rétiniennes de l'hypertension artérielle et les indications du fond d'œil. D'abord, les méthodes d'examen. La méthode la plus classique et la plus utilisée, c'est la dilatation pupillaire avec un examen à la lampe à fonte. On voit ici la lampe à fonte, une lentille. Puis, il y a des examens plus performants qui permettent d'une part de mettre un dossier bien documenté. Donc, c'est le rétinographe non médiatique. On n'utilise pas de gouttes pour dilater le malade. On peut donc étudier sereinement l'aspect du fond d'œil et permettre d'avoir un dossier médical. Donc là, c'est l'aspect du fond d'œil normal. On voit bien le trajet normal des vaisseaux, des artères, et on voit très bien la colonne sanguine dans les vaisseaux qui sont transparents.
Il y a des méthodes plus élaborées. C'est le Retinal Vessel Analyzer. C'est un appareil qui permet de faire une photo du fond d'œil et de suivre la progression de la rigidité du trajet des vaisseaux sanguins. Il y a aussi l'angiographie à la fluorescine. C'est un examen invasif après dilatation pupillaire. Il est indiqué surtout lors des complications. Pour les classifications, donc il y a de nombreuses classifications de Hogan, de Condal, de Shea, mais il ne faut pas actuellement être vraiment unicité, utiliser des classifications. Donc pourquoi? Pour mettre en valeur les différents signes qui peuvent nous orienter et d'établir le pronostic fonctionnel. Donc il faut décrire au cas par cas les anomalies retrouvées. Plus grande souplesse de la description est plus utile pour la surveillance. D'abord, on a la classification de Kate et Wegner. Comme l'a déjà décrite Dr Kamash, c'est la plus utilisée dans la littérature, mais elle fait mal la part entre les signes de l'HTA, qu'on a vu déjà, la rigidité vasculaire diffuse, les hémorragies, et ceux de l'artériosclérose qui décrivent donc les croisements artério-veineux, les rigidités focales. Il y a la classification de Kirkendall qui est récente, donc elle fait la part des choses entre la rétinopathie hypertensive et l'artériosclérose. La rétinopathie hypertensive, on voit très bien ici qu'il est fait de 3 stades. Le premier stade, c'est le rétrécissement artériel diffus, donc qui est lié à l'hypertension artérielle, c'est la vasoconstriction active des artères. Puis, il y a un système de décompensation. On va voir l'apparition au deuxième stade d'hémorragie et de nodules cotonneux. Puis, le troisième stade, c'est le stade le plus sévère, c'est la présence et l'apparition de l'œdème maculaire avec baisse d'acuité visuelle. Alors que l'artériosclérose, le premier signe, c'est le croisement artério-veineux. Le deuxième stade, c'est les signes de croisement, rétrécissement artériolaire localisé. Et le troisième stade, c'est l'apparition de l'engainement vasculaire ou d'occlusion vasculaire qu'on va décrire ultérieurement. Il y a la classification de Mitchell qui est la plus récente. Donc, il y a différents stades. Le stade de rétinopathie minime, on voit très bien qu'il y a un rétrécissement artériolaire généralisé, un rétrécissement focal qui est un signe d'artériosclérose. On a le croisement artério-veineux aussi, c'est un signe d'artériosclérose, et l'opacité également, c'est un signe d'artériosclérose. Alors que lors de la rétinopathie modérée, on voit l'apparition des signes de gravité comme l'hémorragie, les microanévrismes, les nodules cotonneux et les exsudats durs. Pour la rétinopathie maligne, donc c'est la rétinopathie, le signe de la rétinopathie modérée, puis l'apparition d'œdème papillaire. Donc, on voit sur ces planches-là le rétrécissement artériel diffus, puis des signes de croisement artério-veineux, c'est la rétinopathie minime de la classification de Wang. Pour la rétinopathie modérée, il y a, on a dit, l'apparition des hémorragies, des nodules cotonneux, de croisement artério-veineux. Pour la rétinopathie maligne, c'est l'apparition en plus d'œdème papillaire. Donc, on va récapituler. Les signes de l'HTA, c'est le premier signe, c'est le rétrécissement artériolaire généralisé. Il est corrélé à la durée de l'HTA et l'âge, non corrélé à la valeur pressionnelle. Là, le risque relatif d'apparition d'un accident vasculaire ou d'un accident cardiaque, il est inférieur à 2. Par contre, les autres signes qui sont l'hémorragie rétinienne, on l'a déjà dit, qui sont dus à la vasodilatation de la barrière hémato-rétinienne et à l'occlusion artériolaire qui peuvent donner des hémorragies superficielles et profondes qu'on voit ici avec des nodules cotonneux. Là, on voit très bien que le risque relatif est supérieur à 2, donc c'est des signes de sévérité.
Pour les nodules cotonneux, donc c'est des accumulations de matériel axoplasmique. Donc c'est des lésions de petite taille, duviteuses, à contour flou. Ils ne sont pas spécifiques à l'hypertension, on peut les rencontrer lors du diabète, mais leur siège lors de l'hypertension artérielle et péripapillaire. Donc ils peuvent régresser en 3 à 4 semaines après traitement, bien sûr. Voilà un cas de figure d'un patient qui présente des signes de sévérité avec des sexudadures, des hémorragies superficielles et profondes. Et après traitement, on voit la disparition de tous ces signes, donc les signes de l'hypertension artérielle sévère aiguë, et ils sont réversibles. Donc les exudats profonds, on les voit très bien ici. Donc, ils sont liés à la rupture durable de la barrière hémato-rétinienne. Ils sont d'apparition plus tardive dans les couches profondes. Ils constituent ce qu'on appelle l'étoile maculaire. Pour l'œdème papillaire, donc c'est un signe de gravité, donc par l'HTA sévère ou d'installation très rapide. Il y a une hyperémie papillaire, on la voit très très bien ici, avec des hémorragies en flamèche, des exsudats et secs péripapillaires. Là, la mortalité est donc 40 à 50% dans les 6 mois en absence de traitement. Là, c'est des signes d'HTA maligne. On voit d'abord l'œdème papillaire, d'accord, avec l'aspect qu'on voit ici d'exsudature disposée en étoile maculaire, et l'apparition aussi de nodules cotonneux. Ces signes sont réversibles pour l'œdème papillaire au bout de 2 mois. Pour les signes de l'HTA, on a aussi les atteintes choroïdiennes. L'atteinte choroïdienne est similaire à l'éclampsie. Donc la choroïde, elle est dotée d'un système de régulation sympathique. Lors d'une élévation de la tension artérielle, se produit une vasoconstriction, ainsi une ischémie de l'épithélien pigmentaire, et de ce fait, il se produit une exsudation avec apparition d'un décollement. Ce décollement, on l'appelle exsudatif, il est différent du décollement du formiope, donc il est dû à l'exsudation liée à l'ischémie. Aussi, il se produit des ischémies choroïdiennes qui entraînent l'apparition de lésions, des taches d'Hilschling, c'est des taches noires avec halo jaune. C'est des signes d'infarctus choroïdien. Ces signes, bien sûr, ils sont réversibles. Lors de cette atteinte choroïdienne, il se produit une baisse d'acuité visuelle, puis lors de l'instauration d'un traitement, il y aurait une réapplication de la rétine et récupération de la vision. Par rapport aux signes de l'artériosclérose, on a dit très bien que c'est des modifications chroniques et réversibles qui touchent la paroi des artères. Donc, le plus souvent, elle est asymptomatique, mais elle peut donc se manifester lors des accidents vasculaires, soit une occlusion veineuse ou artérielle. Donc, on voit ici le premier signe, on a dit que c'est le croisement artério-veineux, donc c'est l'artère sclérosée qui tire vers elle par la veine, donc elle l'écrase, on aura un signe de croisement. Ce signe de croisement peut compliquer et entraîner des hémorragies, c'est les signes de préthrombose. Le rétrécissement aussi artériel localisé, c'est un signe d'artériosclérose, comme on le voit ici. Et le signe avancé, c'est l'occlusion de la branche veineuse avec, comme on voit, une hémorragie en flaque étendue. Pour la relation rétine et morbidité cardiovasculaire, il y a une très bonne corrélation. Comme on l'a dit déjà, la rétinopathie minime, il y a peu d'effets sur les accidents vasculaires cérébraux, alors que dès l'apparition des hémorragies et des microanévrismes et des nodules cotonneux, on voit que le risque relatif d'un accident vasculaire ou cardiaque devient important. Donc, comme les rétinopathies malignes, il y a une forte association avec la mortalité. Donc, quelles sont les indications du fond d'œil? Donc, d'abord, lors des urgences, comme l'HTA maligne, quand on a une HTA sévère supérieure à 180-110,
ou l'HTA de deuxième grade ou de troisième grade, chez les sujets jeunes avec des facteurs de risque importants et chez le diabétique. Pourquoi? Parce que le diabétique présente une rétinopathie plus rapidement progressive. Mais aussi, on peut découvrir l'hypertension lors d'un fond d'œil de routine ou lors d'un suivi d'un glaucomateux ou d'un diabétique ou lors de la survenue de complications. Pour la conclusion, la rétinopathie hypertensive demeure une manifestation reconnue en tant qu'atteinte d'un organe cible chez les patients hypertendus. La prise de la tension artérielle en cas de doute sur le diagnostic est d'un grand apport. La prise en charge d'un malade hypertendu n'est pas fondée sur le seul niveau de la pression artérielle, mais aussi sur l'atteinte des organes cibles, notamment l'œil. Et je vous remercie pour votre attention.